prends pas mon ordinateur. Parce qu'il rame, alors rappelle-toi la dernière fois, Oui, c'était la galère. parfois il rame, mais bon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Allez sur ton email. Allez sur ton email pour que tu te connectes. Pour récupérer le lien de la... Je mets mon mail là? Oui. Normalement, tu as reçu le lien que je te l'ai envoyé. T'es sur quoi comme email T'es chez Orange. Eh ben, Orange, faut aller chez Orange. Ah, Chez Orange. Ah. Prochain mail. Ok. Déjà client aussi. Accepté. Déjà client s'identifier. Indiquez votre nom. Le webinar, c'est pas quand même. Parce que C'est juste. Je prends la main et j'ouvre le. Partager du contenu. Ah, attends. Tu peux aller sur tes mails JA Consulting ici? Non. Moi, c'est. J'ai deux mails différents. Tu veux quoi
Donc, mais sur le mien, mais à chaque fois on galère. Je veux bien tout, mais chaque fois, moi je me lève à 6 heures pour passer 1 heure. J'entends personne. Non, non, mais
Tac. C'est dans 2 minutes. Regarde, la presse, elle est là. Clic. Je vais faire rentrer les gens. Tu peux fermer le... Ignorer? Ouais. Tu peux fermer la fenêtre, là. Quelle fenêtre? Théoriquement, tu touches à rien. Voilà. La seule chose qu'il y a à vérifier, De l'être au milieu de l'écran. voilà, exactement. Que tu te retrouves, attends, je vais exagérer, mais tu vois, qu'on se retrouve pas comme ça, ou au contraire Je comme ne ça. touche pas, règle-le. Non, mais, ouais. ouais, mais tu peux aussi bouger un petit peu de temps Oui, en temps, oui, c'est pour ça. oui. J'ai mis en évidence. Donc, c'est bon. On va ouvrir. Tu accueilles les gens, là? Super. Et Patrick, tu peux me chercher une bouteille d'eau, s'il te plaît? Ils ont fait un communiqué en disant qu'ils allaient chercher. Bonjour à tous, nous sommes enchantés de vous accueillir pour ce nouveau webinaire Perceval ce matin. Joseph Abdo, qui est parmi nous, va vous présenter les nouvelles fonctionnalités de Perceval. Je lui passe tout de suite la parole. Bon webinaire à tous, bonne journée. Merci Damien, merci Damien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc je me présente. Je m'appelle Joseph Abdo. J'ai passé l'essentiel de ma carrière à Symbéton, mais depuis peu, je suis consultant. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'éco-comparateur Perceval que nous avons mis patiemment en place depuis plusieurs mois maintenant. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Perceval dans sa forme définitive, c'est-à-dire il est aujourd'hui au complet. Et je veux en particulier vous faire une simulation sur les derniers modules que nous avons introduits récemment. Alors, au nom de l'industrie cimentière et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue effectivement à ce webinaire qui va être dédié au logiciel. Voilà, donc on va passer la première diapo pour vous dire comment on va structurer ce webinaire. Il sera en trois parties. Tout d'abord, une présentation pour vous expliquer pourquoi ce éco-comparateur, suivi par une deuxième partie qui s'appelle présentation de ce logiciel. Et la troisième partie serait une démonstration en ligne sur les derniers modules que nous avons introduits. Alors, on va passer donc, pourquoi Perceval? Pourquoi Perceval? Je dirais, il y a plusieurs raisons. Hein. Donc, on vit dans un monde qui évolue, qui bouge tout le temps, bien sûr, et de plus en plus rapidement. C'est un contexte en évolution pour la route aussi, hein, comme tout le reste. On observe aujourd'hui une préoccupation forte de la part des maîtres d'ouvrage, mais aussi des maîtres d'œuvre, mais aussi des entreprises, il faut le dire, de rigueur dans les choix techniques, garantissant à la fois la maîtrise des coûts, parce que c'est très important, la maîtrise des coûts, et le respect de l'environnement. On ne peut pas faire que de l'environnement et laisser les coûts s'emballer. Non, il faut maîtriser à la fois le coût et les impacts sur l'environnement, et ceci sur le cycle complet de la vie de l'ouvrage. On ne fonctionne plus avec l'histoire, on calcule sur la construction, sur la période de construction. Aujourd'hui, on fait de plus en plus les choses sur un cycle complet, construction, entretien. Donc, on est passé, il y a 20 ans, d'un monde où on faisait comme l'attribution des appels d'offres, on le faisait sur le principe du moins 10 ans économique, hein, sur la phase construction. Donc, c'était ça l'état des choses. On évolue aujourd'hui, petit à petit, vers un état différent qui serait un mieux-disant économique environnemental sur le cycle complet construction vie en œuvre. Donc, on est dans cette phase d'évolution. Alors, du coup, dans le cadre de l'étude d'un projet de route, de voirie ou d'aménagement urbain, il y a donc nécessité pour le bureau d'études, par exemple, de disposer d'un outil, d'un éco-comparateur
permettant d'établir sur le cycle complet un bilan à la fois économique et environnemental, des solutions techniques pressenties afin de justifier sa proposition finale, hein, pour le maître d'ouvrage, bien sûr. Mais aussi pour l'entreprise de recourir à un bilan économique et environnemental sur le cycle complet pour valoriser une offre ou justifier une variante pour ce projet. Voilà, donc vous me dites, mais il y a déjà des logiciels, hein, des éco-comparateurs qui sont sur le marché. Ben, bien sûr, il y en a deux très bons logiciels. Tout d'abord, celui de Lifestar ou Gustave Eiffel, c'est le logiciel Écorce. C'est un logiciel très scientifique, très complet. Il traite pas mal d'indicateurs sur le plan environnemental, mais il ne fait que l'environnement. Et il y a aussi un logiciel qui a été mis au point par Route de France, hein, les entreprises routières françaises, hein, qui s'appelle SERV depuis plusieurs années, qui est en état parfaitement de marche, je dirais, mais qui a une fonction. Il a une fonction, il a été fait dans un but bien précis aussi, et ce logiciel se contente effectivement sur l'aspect environnemental, il ne traite pas l'aspect économique. Donc, du coup, moi, j'ai dit que comme on vit dans un monde où on parle de plus en plus de développement durable, et développement durable, quand on parlait de développement durable, c'était les trois piliers, c'était environnement, économie, sociale. Donc, comment on peut concilier le principe de développement durable avec des éco-comparateurs qui ne traitent que l'aspect environnemental? Il manque le pilier, il manque entier. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a mis au point Perceval, pour combler, je dirais, un besoin, hein, qui se manifeste de plus en plus. Voilà. Alors, la présentation de Perceval, on va commencer par dire que Perceval, c'est un logiciel de calcul dédié à la route, bien sûr. Il peut être utilisé dans 3 domaines maintenant. Il est dans sa phase complète, hein. Le premier domaine, c'est les routes, les voiries, les aménagements urbains, c'est-à-dire tout ce qui est structure de chaussée. Le deuxième domaine, ce sont les ouvrages de sécurité et d'assainissement de la route, c'est-à-dire les séparateurs en béton, les glissières métalliques, les cunettes, etc., les bordures, les caniveaux, enfin, l'assainissement de la route. Et puis, vous avez un troisième domaine qui traite de l'aspect valorisation des matériaux en place au liant hydraulique routier, c'est-à-dire tout ce qui est traitement des sols, retraitement des chaussées en place avec ces liants. Voilà, donc on a 3 domaines. Dans chaque domaine, il y a plusieurs modules. On va les voir en détail. Alors, Perceval, qu'est-ce qu'il fait? Il permet soit d'évaluer économiquement et environnementalement une solution technique, routière, par exemple, une chaussée, d'un ouvrage routier en béton, tel que le dispositif de retenue, ou une technique de valorisation. Donc, il permet soit de faire une évaluation économique environnementale, soit de faire une comparaison économique environnementale. On va le voir, hein, quand on passe à la simulation, on va voir comment on peut cliquer et faire. On fait une évaluation du technique ou on fait une comparaison entre 2 techniques. Voilà. Maintenant, voilà, la page de garde de Perceval, c'est une capture d'écran que j'ai prise. Elle est en bleu, peut-être pas bien visible, mais vous voyez les 3 colonnes, les 3 domaines, hein. Donc, la première colonne, ce sont les structures de chaussée. Il y en a 5 modules. Alors, il y a avec fondation et sans fondation à chaque fois. Donc, il y a la première, c'est voirie béton avec fondation versus matériaux bitumineux. Et puis, le module 3, par exemple, c'est une voirie béton sans fondation, hein. Donc, c'est pour les voiries à faible trafic ou des voiries où on a décidé de faire une couche en dalle épaisse, hein, si vous voulez. Bon. Alors, le 2 et 4, ce sont des modules qui traitent de l'aspect voirie béton versus les produits modulaires. Ce sont un peu des modules spécifiques à l'urbain. Et puis, vous avez le module 5, ce sont des structures à base de liants hydrauliques versus des structures à base produits bitumineux. Donc, grave-ciment versus grave-bitume. Deuxième colonne, ouvrage de sécurité et d'assainissement. Vous voyez, donc il y a module 6, dispositif de sécurité, séparateur béton versus glissière métallique, ou module 7, ouvrage d'assainissement en béton. Là, il n'y a pas de comparaison parce que les ouvrages d'assainissement, bon, c'est le béton, hein, qui a ce monopole, hein. Bon, il n'y a pas d'autre solution à moins d'utiliser des caniveaux, je dirais, naturellement, ou des fossés naturellement. Bon, on ne peut pas se comparer dans ces cas-là. Voilà. Le troisième domaine, ce sont les valorisations des matériaux en place. Et vous voyez, donc là, on a 3 modules qui traitent des traitements des sols, c'est-à-dire traitement en remblai, le module 8,
le module 9, traitement en couche de forme, et le module 10, assise de chaussée, c'est-à-dire assise de chaussée en sol traité versus technique traditionnelle. Donc, module 8, 9, 10, ce sont des traitements des sols sur différentes couches, effectivement, de la structure. Et le module 11, c'est le module réservé à l'entretien. C'est l'entretien des chaussées avec la valorisation des matériaux en place, au liant hydraulique, versus les solutions traditionnelles de type renforcement ou reconstruction. Voilà, donc vous avez vu maintenant le logiciel dans sa globalité, dans sa forme définitive. Parlons maintenant de la frontière du système. Quelle frontière nous avons dans ce logiciel? Alors, ce qu'il faut dire que pour le module 1 à 5, c'est-à-dire les structures routières, nous avons pris comme frontière, effectivement, le cycle complet, c'est-à-dire la phase construction plus la phase entretien. Donc, quand on fait la simulation avec Perceval, on va obtenir les impacts, non pas sur la phase construction, mais sur la phase construction plus la vie en œuvre, sur une période de 40 ans. Et on va calculer le coût global, c'est-à-dire le coût de construction plus les coûts actualisés des différents scénarios d'entretien. Pour les modules 6 à 11, là, effectivement, on n'a pas besoin de faire la frontière sur le cycle complet, parce que dans les couches profondes de chaussée, type remblai, couche de forme, etc., on n'a pas besoin d'aller, on ne peut pas, je dirais, on n'ira jamais chercher l'entretien dans ces couches profondes. Donc, l'entretien ne se pose pas. Donc, on fait je dirais, l'évaluation sur la construction. Pour les glissières et les cunettes, pareil, on n'a pas de scénario d'entretien, parce que les glissières et les cunettes, les seules choses qu'on fait souvent, c'est surtout pour les glissières, ce sont des réparations après accident. Donc, faire des scénarios d'entretien. De toute façon, moi, je n'ai pas trouvé, effectivement, officiellement, des scénarios d'entretien produits par l'administration française. Bon. Et voilà. Pour l'assise de chaussée, c'est-à-dire pour les traitements de sol en assise de chaussée et retraitement de chaussée, le scénario d'entretien, on peut en faire, bien sûr, mais on ne l'a pas intégré dans Perceval parce qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas un paramètre discriminant, parce que quand on compare sol traité en assise versus matériaux traditionnels en assise, on aura toujours les mêmes scénarios d'entretien. De toute façon, ça concerne la couche de surface qui est la même. Etc. Bon, donc voilà, de 1 à 5, on a le cycle complet. De 6 à 11, on a le cycle construction. Voilà, on passe maintenant aux indicateurs que nous avons retenus dans Perceval. Bon, il y en a, comme vous savez, dans la norme européenne, on a défini 24 indicateurs différents. Bon, faire un logiciel avec 24 indicateurs, ça pose un problème je dirais, de surface d'écran pour pouvoir travailler avec tous ces indicateurs. Donc, nous avons décidé de retenir les plus importants. Les plus importants, vous les connaissez comme moi. Donc, on a retenu 6 indicateurs environnementaux et un indicateur économique. Les environnementaux, c'est quoi? L'émission de GES, c'est-à-dire les gaz à effet de serre. Donc, c'est important. On a retenu la consommation d'énergie, qui est important aussi. L'épuisement des ressources, c'est un critère très important. La consommation d'eau, parce que l'eau devient, dans certains domaines, une denrée rare, comme vous savez. Puis après, on a pris l'acidification de l'air et l'eutrophisation des eaux. Bon, ce sont les indicateurs les plus courants, les plus répétés, les plus vus un peu partout. Donc, on n'a pas voulu déroger à la règle. Donc, on a repris ça. Et ce qui nous a encore convaincus de prendre ça aussi, parce qu'on a fait une petite enquête auprès des collectivités pour voir un petit peu quelles sont leurs priorités. Leurs priorités, et on a trouvé souvent ces indicateurs-là. Bon. Pas dans cet ordre-là, c'est-à-dire on trouve chez les collectivités souvent les soucis en matière d'acidification, eutrophisation, épuisement de ressources, les coûts, l'eau, et un peu moins le geste et l'énergie. Je ne vous le cache pas, ce n'est pas les mêmes priorités que peut-être nous vivons peut-être dans un monde un petit peu, je dirais, parisien. Voilà. L'aspect économique, ça a été traité donc soit sous forme de coût à la construction pour les modules où on ne fait pas le cycle complet, soit avec un coût global, c'est-à-dire on va additionner les coûts de construction
avec les coûts d'entretien actualisés. Donc, c'est un calcul sérieux financier. Hein. Donc, c'est de l'argent constant, hein, si vous voulez, hein, qu'on va réserver à ça. Voilà, donc on passe maintenant à la base de données. Vous me dites, comment on a collecté la base de données? On a fait la collecte auprès de tous les syndicats, l'union de profession. Hein. Donc, on a pris ICV Granula, la FIDES Granula 2017, qui a été élaborée par l'Union nationale des producteurs de granulats, l'ICV Bitume auprès d'Eurobutume et EcoInvent, ICV Ciment 2017, la source est Atil, ICV Lyon Hydraulique Routier, pareil, c'est 2018, source Atil, ICV Armature et Goujon 2016, source ArcelorMittal, et puis après, pour les ICV gasoil, l'ICV centrale de malaxage, ICV transport, ICV mise en œuvre, ça fait comment ça s'appelle, ce sont des ICV que nous avons calculés en partant de la source EcoInvent, parce qu'on n'a rien trouvé en France hein, pour ça. Donc, c'est une source internationale très connue, suisse-allemande, hein, donc universitaire, irréprochable. Donc, on a pris effectivement l'ICV du gasoil et puis on l'a appliqué effectivement avec pour le transport, on a pris les consommations des camions. Pour la mise en œuvre, on a pris les consommations des machines. Et puis, pour le central de malaxage, on a pris les consommations centrales de malaxage. Ces collectes, on les a fait auprès des entreprises terrassement ou routières et en s'appuyant sur l'ICV gasoil de EcoInvent. Voilà, donc tout est transparent, tout est connu et nous avons le souci, effectivement, de mettre périodiquement à jour cette base de données, bien sûr, hein, à chaque fois qu'il y a des nouveautés. Pour les calculs économiques, vous imaginez, ce n'est pas facile de faire un éco-comparateur avec une base de données économique. Parce qu'on va prendre les prix aujourd'hui, 2021, on va les mettre dans l'éco-comparateur. Vous imaginez, dans 2 ans, ces données peut-être ont beaucoup bougé. Ce n'est pas sérieux de prendre une base de données économique. Ce que nous avons fait, c'est qu'on a mis en place dans le logiciel tout le processus d'évaluation, c'est-à-dire les équations de calcul, mais il n'y a pas de base de données économique. Il revient à l'utilisateur de collecter ces données au niveau local et de les intégrer au logiciel. Donc, vous allez voir dans la simulation comment on fait. Hein. Donc, c'est le pari qu'on a pris et je pense que c'est la seule façon de faire. Hein. Alors, comment nous avons conçu ce logiciel, hein, le logigramme de calcul hein. Vous voyez, donc, sur la page affichée, il y a un logigramme en partant du haut. Vous voyez, il y a 3 colonnes, 3 grosses colonnes. À gauche, il y a ce qu'on appelle la phase. Il y a phase construction, phase entretien ou... Oui, c'est la phase entretien ou vie en œuvre. Hein. Puis après, à droite, vous avez les étapes. Et chaque étape, si vous voulez, on a saucissonné les étapes en plusieurs, je dirais, phases hein, successives, reprenant la logique, effectivement, d'élaboration des matériaux et la logique du processus de mise en œuvre sur les chantiers. Hein. Donc, ce sont des étapes logiques enchaînées. Et puis, au milieu, vous avez ce qu'on appelle le procédé. On a besoin, pour construire des routes, on a besoin de matériaux, et ces matériaux, on va les chercher, soit dans la carrière, soit à la cimenterie, soit dans une source d'eau, soit dans une usine, comme les adjuvants, soit dans une raffinerie, comme le bitume, soit dans une aciérie pour les armatures, effectivement, métalliques. Et après, on va, ces éléments, ces constituants, si vous voulez, on va les envoyer soit vers une centrale de fabrication, soit directement sur le chantier. Hein. Par exemple, les granulats peuvent aller directement sur le chantier, les armatures aussi. Et puis tout le reste, ils vont aller, que ce soit le ciment, l'eau, l'adjuvant et le bitume, ils vont aller, et les granulats aussi, ils vont aller dans une centrale de malaxage hein, pour fabriquer. Et pour faire ce transfert, il faut faire du transport des matériaux. Donc vous voyez, il y a à droite extraction et fabrication des matériaux, transport des matériaux de base jusqu'à la centrale, et puis après, fabrication dans la centrale, on va tourner une centrale qui va faire des impacts, bien sûr, et de la consommation. Et après, il faut avoir un transport des matériaux élaborés ou les mélanges de la centrale jusqu'au chantier. Et à ce niveau-là,
on peut effectivement, une fois qu'on a mis en place les matériaux avec les machines du chantier, ben, on va sortir effectivement une évaluation environnementale concernant le processus de mise en œuvre et une évaluation économique concernant la construction. Et puis après, pour les modules où on fait de l'entretien, bien sûr, bah, il y a un scénario d'entretien que l'utilisateur va instruire dans le logiciel. On va peut-être le voir si on a un peu de temps. Et mais on l'a vu dans des précédents webinaires que nous avons fait. Donc là, il y a autant d'entretiens que nous souhaitons. Par exemple, on va fixer une période de 30 ans de comparaison et on va dire pour chaque technique, voilà, je fais un entretien à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Bon, et on instruit et puis on dit ce qu'on fait comme entretien et puis le logiciel va calculer. Et à l'issue de toute cette phase, on va obtenir des indicateurs sur le cycle complet et un coût global sur le cycle complet. Voilà, donc c'est logigramme. Ce logigramme, on va le voir sur toutes les pages de Perceval. Alors, Perceval, ce qu'il prend en compte. Alors, ce qui prend en compte en phase construction, bien sûr, le coût et les impacts d'extraction, fabrication et de transport des constructions des matériaux routiers, liant, granulats, armature. Le coût et les impacts de fabrication des matériaux et des mélanges, bien sûr. Le coût de transport de ces matériaux et mélanges des sites de production jusqu'au chantier. Et puis après, le coût et les impacts des ateliers de mise en œuvre. Donc, c'est le processus que j'ai présenté avant. En phase d'entretien, en plus de ces éléments-là, qui sont étayés en phase construction, il y a le coût et les impacts de déconstruction, qu'on prend en compte, rabotage, transport, mise en décharge, ou en plateforme de recyclage. Puis après, les coûts et les impacts de fabrication des matériaux. Non, on tourne la page. Oui, le coût et les impacts de fabrication. Ah, pardon. Ce qui ne prend pas en compte, hein, le Perceval, ce qui ne prend pas en compte, le coût et les impacts de fabrication du matériel, c'est-à-dire le matériel de transport, ou le matériel de fabrication, ou le matériel de mise en œuvre sur le chantier. Bon, je ne pense pas qu'il y a nécessité de le faire. Hein. Bon, on prend en compte les consommations de ce matériel, mais on ne prend pas en compte le coût et les impacts de la fabrication de ce matériel, effectivement, et l'amortissement qui en est fait. Je ne pense pas qu'il y a des logiciels qui le prennent. Bon. Donc, je le précise quand même. Alors, on n'a pas pris en compte certains aspects qu'on souhaitait le faire au départ, parce que ça pourrait effectivement différencier les techniques. Par exemple, la réduction de la consommation d'énergie électrique de l'éclairage. Par exemple, quand il s'agit d'une chaussée en béton avec une teinte claire, on sait très bien par cette clarté, on peut optimiser la consommation de l'éclairage public. Hein. Donc ça, c'est connu. Aujourd'hui, c'est même étayé scientifiquement. Donc ça, on ne l'a pris pas en compte. Je pense qu'on le fera un jour parce que ça fait partie de la vie en œuvre, hein, qui peut effectivement apporter de l'économie et puis effectivement de la consommation d'énergie et de ressources, hein, bien sûr. Nous n'avons pas pris en compte non plus la réduction du réchauffement climatique due à cet même aspect de clarté, chose aujourd'hui, beaucoup de gens pensent à l'introduire parce que ça permet aussi de différencier les techniques du fait d'un choix, d'une clarté de matériaux. On peut espérer abaisser l'îlot de chaleur urbain, par exemple. Hein. Donc, c'est une caractéristique qui est aujourd'hui demandée et je pense qu'on serait amené dans les prochaines années peut-être à l'intégrer dans Perceval. Et on le fera certainement. Voilà. Alors, ce que je veux dire, in fine, tout mon souci quand j'ai conçu ce logiciel, c'était de le rendre, comment dirais-je, un logiciel sur mesure. C'est-à-dire, j'ai voulu que celui qui décide, c'est bien l'utilisateur, ce n'est pas nous. Nous, on avait mis en place un outil, mais c'est au décideur d'introduire ces données et du mieux qu'il peut pour prendre en compte la réalité de son projet. Donc, vous allez voir sur le plan environnemental, à chaque fois qu'il veut instruire une donnée, on lui a laissé le choix. Soit il introduit lui-même ses propres données concernant l'aspect considéré. S'il ne sait pas, s'il n'a pas les moyens de le savoir, on lui a proposé par défaut un menu déroulant qui lui permet de sélectionner. Vous voyez, donc par exemple, pour choisir un liant, soit il dit, moi j'ai un liant, j'ai les impacts de ce liant, l'ICV du liant, j'ai les introduits,
bah, s'il ne l'a pas, nous, on lui propose le bitume, voilà les ICV du bitume, hein, ou voilà l'ICV du ciment. Hein. Donc, vous voyez, donc, c'est toujours le choix, c'est lui qui décide, c'est sur mesure. Alors, pour l'aspect environnemental, bah, c'est lui qui est roi. Le logiciel ne lui propose rien du tout. Hein. Il n'y a pas de données, c'est lui qui introduit, effectivement. Et ça nécessite, avant d'aller utiliser Perceval, ça nécessite qu'il fasse une petite enquête ou une collecte des données, des prix unitaires, des matériaux, des transports, des mises en œuvre, pour qu'il puisse effectivement remplir effectivement les cases du logiciel. Voilà. On tourne, c'est maintenant la présentation des résultats quand on fait une simulation. Comment ça, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, on a fait deux types de simulations, soit sous forme radar, hein, donc chaque technique comparée, elle a une couleur et on voit en fonction des indicateurs qui sont ici 7, les indicateurs que nous avons vus. Donc il y a le coût, le tarif, et puis les 6 indicateurs environnementaux. On place en partant du centre les valeurs. Hein. Donc, plus la tâche est proche du centre, plus la technique est intéressante. Hein. Elle est optimisée économiquement et environnementalement parlant. Donc, c'est la question de surface de la tâche, hein, entre bleu et marron, hein, par exemple. Voilà. Puis, une autre façon de présenter, c'est du bâtonnet. Hein. Donc, pour chaque indicateur, on présente deux bâtonnets pour chaque indicateur, un bleu, un marron. Le bleu, c'est pour une technique et le marron pour l'autre. Et comme ça, on voit visuellement, mais la technique la plus intéressante sur le plan économique et environnemental. Certainement, on n'aura jamais une technique qui va dominer dans tous les compartiments, pour tous les indicateurs. Il appartient après à l'utilisateur de prendre sa propre décision pour choisir quel est le paramètre le plus important pour lui. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est le CO2? Est-ce que c'est l'énergie? Et effectivement, faire une petite analyse multicritère pour opter pour son choix final. Voilà, donc Perceval, c'est un logiciel aujourd'hui en ligne sur la plateforme de InfoCiment. Pour y aller, vous avez le lien devant vous. Et quand vous êtes branché sur ce lien, vous êtes demandé de vous inscrire, hein, de créer votre mot de passe, donc d'avoir un compte. Et après, effectivement, vous pouvez utiliser gracieusement le logiciel autant de fois que vous voulez. Hein. Donc, il suffit simplement d'une inscription et vous comprenez les raisons, bien sûr. Voilà, donc maintenant, on va faire une démonstration en ligne. Mais avant d'y aller, je voudrais quand même encore ajouter quelques pages pour vous dire quelques rappels pour que vous compreniez, surtout sur les chaussées, hein, bien sûr. Hein. Donc, je vais vous présenter une coupe en travers type du chaussée routière, hein, parce que ce sont des termes qui vont être dans le logiciel. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, pour que les choses soient claires pour tout le monde, j'ai fait ce croquis, une coupe en travers classique, hein, que tout le monde connaît. Vous voyez, en partant du bas, avec un sol support, on a une arase de terrassement, PST. Par-dessus, en général, on met une couche de forme. Et sur cette couche de forme, on a la surface qui s'appelle plateforme support de chaussée. Et à partir de là, c'est la chaussée qui se construit. Alors, pour une chaussée béton, elle est en 2 couches en général, parfois une seule couche. On n'a pas de fondation. C'est pour ça qu'il y a 2 modules. Il y a un module avec fondation et un module sans fondation. La chaussée, ça commence par une couche de fondation, éventuellement, parfois la couche de fondation disparaît pour des petites routes, par exemple, et une couche de roulement en béton qui est par-dessus. Alors, pour la couche de fondation, le logiciel vous permet de faire un choix infini de matériaux. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir du béton dans la couche de fondation. Vous pouvez avoir soit une grave non traitée, une simple couche granulaire. Hein. Ça peut être intéressant pour les pistes cyclables ou pour un aménagement d'une route verte, par exemple, dans race campagne. Après, vous pouvez avoir une grave ciment. Si on veut un matériau en fondation un peu plus costaud, on va prendre une grave ciment, par exemple, ou grave liant. Ou un béton compacté routier, BCR. Ou si on veut faire, je dirais, des routes à fort trafic, on peut prendre un béton maigre, BC2 ou BC3. Mais on peut aussi prendre des graves bitumes pour faire des chaussées composites. Hein, vous voyez, donc on a pris aussi la possibilité d'utiliser les graves bitumes. JB3, JB4 ou des enrobés à module élevé. Vous voyez, donc on a un choix très large, je dirais complet, pour une fondation.
la couche de roulement en béton, vous voyez, on a aussi la possibilité d'utiliser 3 familles de structures, 3 typologies différentes. Soit une dalle béton non armée et à joint non goujonné, donc il n'y a pas d'armature du tout, ni goujon. Soit pour des trafics un peu plus élevés, on va prendre des dalles béton non armées et à joint goujonné, donc il n'y a pas d'armature, mais il y a des goujons au niveau des joints. Soit, et là c'est la haute couture, le béton armé continu, donc on va avoir un béton sans joint. Donc le retrait du béton est repris par des armatures continues qui sont placées à la fibre neutre. Hein. Donc on a toutes les techniques, donc il suffit de choisir celle que nous souhaitons effectivement faire. Je passe maintenant à la coupe en travers type d'une structure bitumineuse, hein, autre que le béton. C'est le même principe, vous partez du bas avec la partie supérieure du terrassement, les remblais ou déblais, la rase, couche de forme, plateforme support, et après il y a la chaussée. La chaussée, vous avez la couche de fondation, bien sûr, la couche de base, la couche de liaison, la couche de roulement. Hein, donc on a un peu plus de couches, hein, bien sûr. Et pour chacune des couches, j'ai donné à droite un petit peu les matériaux qu'on peut, effectivement, que le Perceval permet d'utiliser. Donc, vous voyez la couche de fondation, il y a tout. On peut grave d'entretien, grave ciment, BCR, grave liant, BCR liant, grave bitume, enrobé à module élevé. Et puis la couche de base, pareil, c'est les mêmes matériaux qu'on peut utiliser. Hein, ou on peut les combiner, hein, les matériaux. Hein. Donc, on peut faire une couche de fondation en grave non traité et une couche de base en GB3. Ou on peut faire une fondation en grave ciment et puis une couche de base en grave bitume, bien sûr. Et puis après, la couche de surface, il y a toute la panoplie, effectivement, des bétons bitumineux, très minces, BBSG, BBDR, BBM, etc. Voilà. Après, je voudrais simplement donner quelques conseils pour utiliser Perceval, parce que c'est vrai, on utilise parfois des mots et ça prête à confusion quand on parle d'un outil, un logiciel de calcul, on croit qu'il est capable de faire de dimensionnement, mais ce n'est pas le cas. Perceval n'est pas un logiciel de conception et de dimensionnement. Donc, c'est un outil d'évaluation économique en vente, c'est un éco-comparateur. Hein. Donc, il appartient donc à l'utilisateur de définir la typologie de la structure à évaluer et les épaisseurs des différentes couches. Ça, il le fera. Je vais vous donner quelques indications. Et d'ailleurs, dans le logiciel, je donne dans une notice explicative là où il faut chercher le dimensionnement. Définir les typologies et les dimensionnements des deux structures à comparer, hein, bien sûr. Définir le profil de l'ouvrage de sécurité. C'est pas moi c'est vous qui décidez de faire un ouvrage de sécurité, mais quel dispositif vous voulez, quel niveau de retenue. C'est à vous de le faire. Et pour le faire, il faut savoir aller lire la norme concernant ces ouvrages et de choisir votre dispositif et après vous comparez les dispositifs entre eux. Mais bien sûr, pour les profils des ouvrages, il faut, à comparer, c'est pareil, il faut le faire. Hein, ce n'est pas le logiciel qui va vous donner. Et puis, dito pour les techniques de valorisation des matériaux. Hein, donc, c'est la même chose. Hein. Bon. On tourne. Alors, pour concevoir et dimensionner les structures de chaussée, l'utilisateur pourra consulter les ouvrages suivants. Donc, je vous donne ici une liste presque exhaustive des guides, que ce soit le guide de l'IDRIM, chaussée à faible trafic 2019, dans lequel vous trouvez les abacs de calcul hein, ou des tableaux de dimensionnement. Vous avez les documents de Simbéton, le tome 1, concernant la voirie béton. Vous avez le document tome 3 publié par le SPECBA en 2019. Vous avez le guide dimensionnement structure chaussée CETRA LCPC 94, catalogue des structures type de chaussée neuve, et puis vous avez la norme dimensionnement. Maintenant, on a une norme dimensionnement 980426. Hein. Et puis, il y a le logiciel Alizé, bien sûr. Ça, c'est pour dimensionner les structures. Pour les dispositifs de sécurité, la référence, c'est la norme NFEN 1317, dans laquelle, effectivement, on vous explique tout ce que c'est un dispositif, etc. Pour les techniques de terrassement routier, vous avez une panoplie. Les meilleurs guides du monde sont français. Hein. Vous avez le GTR, le GTS, vous avez un guide Simbéton qui rassemble le tout, hein, qui traite de tous les aspects de traitement des sols. Hein. Après, pour les techniques d'assises de chaussée, ben, vous avez le guide CETRA LCPC, bien sûr, traitement des sols en 2007, le guide retraitement des chaussées en place en 2003, vous avez le guide conception et dimensionnement des structures de chaussée,
CETRA SCPC 94. Vous avez le catalogue des structures, bien sûr, et vous avez la norme dimensionnement et le logiciel Alizé, hein, le fameux logiciel Alizé français. Voilà. Alors, pour les scénarios d'entretien, pour les chaussées, hein, où on a décidé de faire des scénarios d'entretien, mais vous avez plusieurs ouvrages qui mentionnent des exemples de scénarios d'entretien, hein, qui sont un retour d'expérience en quelque sorte, ces scénarios d'entretien. On sait un tel type de matériau à telle échéance, après la mise en service, et il a besoin de faire tel type d'entretien. Hein. Ce sont des données statistiques qui ont été statistiquement et qui sont sorties dans des documents type circulaire de la direction des routes, numéro 8946 de août 1989. Vous avez aussi dans le guide chaussée en béton, CETRA SCPC 2000, vous avez un scénario d'entretien. Vous avez dans le document CETRA SCPC, entretien des chaussées en béton, chaussée routière et aéronautique, bon, pareil, en 2002. Vous avez chaussée urbaine en béton, guide technique, CETRA SCPC, CRTU IVF 1996. Vous avez des scénarios d'entretien applicables à la voirie urbaine. Et vous avez le manuel de conception des chaussées d'autoroute, CETAUroute EGIS 2005, qui lui donne des scénarios d'entretien spécifiquement à l'autoroute, bien sûr. Hein. Donc vous avez suffisamment de données sur ces problèmes. Alors, pour vous permettre d'aller à la simulation avec le maximum de données, vous permettant de faire la simulation de façon, je dirais, facile et puis complète, avant de partir, il faut collecter les données, hein, prendre un petit bout de papier et puis collecter les données environnementales si vous souhaitez utiliser vos propres données environnementales, hein, des matériaux ou des liants ou machin. Sinon, le menu déroulant de logiciel vous permet de le faire hein, aussi. Pour les données économiques, c'est là, effectivement, le logiciel ne vous donnera pas une base de données économique, c'est à vous de les collecter. Et là, effectivement, je veux vous présenter dans la page qui suit ce qu'il vous faut, effectivement, pour remplir les cases. Hein. Donc, on tourne. Par exemple, il faut que vous collectiez le prix rendu chantier des constituants ou des mélanges des matériaux en général et des matériaux modulaires hein, en particulier. Le prix de mise en œuvre des matériaux, le prix de transport des matériaux en euros par tonne kilomètre ou en euros par mètre cube kilomètre, le prix des techniques de traitement de surface des revêtements, par exemple le renaillage, sablage, bouchardage, le prix de scellement des fissures ou des joints, le prix de rabotage des matériaux en fonction de l'épaisseur à raboter, le prix de mise en décharge, hein, matériaux inertes, matériaux pollués au HAP ou matériaux pollués à l'amiante, etc. Donc, vous avez besoin de ces éléments. Hein. Bon, puisqu'on va faire une simulation, on va la faire plus particulièrement sur les séparateurs en béton aujourd'hui, puisque ce sont des modules nouveaux hein, que nous avons introduits. Moi, j'ai retenu, hein, pour faire ma simulation, j'ai retenu, voilà les données suivantes. J'ai dit, je veux prendre un type de séparateur, classe de performance H2. Un type de séparateur type DBA, c'est-à-dire double glissière béton. Un talon 8 cm, une classe de déformabilité W1. Les armatures classiques 2 filants, FI12, distance de transport 300 km, tarif rendu chantier 1 000 € la tonne, un béton C3545 XF2 S120, c'est un béton à propriété spécifiée, tarif rendu chantier 125 € le mètre cube, mise en œuvre machine à coffrage glissant par défaut, tarif de mise en œuvre 125 € le mètre cube, semelle sous le séparateur une semelle béton qui est demandée, donc oui, dimension 0,20 en hauteur et largeur 0,70 et puis béton C2530 X0 S1 20, tarif rendu chantier 100 € le mètre cube. Mise en œuvre mécanisée, coût 100 € par mètre cube. On passe à la page d'après pour nous donner les données économiques de la glissière métal. Donc, on prend la même classe de performance, bien sûr. Pour les comparer, il faut prendre les mêmes dispositifs, hein, des dispositifs équivalents. Classe de performance H2, classe de déformabilité W2, poids au mètre linéaire 50 kg, éléments de glissière métallique en acier galvanisé. On a pris moyen de transport, camion 44 tonnes, distance de transport 300 km, tarif rendu chantier 1 600 € la tonne. Et puis mise en œuvre, on a pris effectivement 50 €. Bon, il vous appartient, c'est un exemple, il vous appartient de donner les informations précises dans votre région, bien sûr. Hein. Donc, on va passer maintenant à la simulation.
rentrer sur le mien. Tu peux rentrer sur le mien, non, Steve? J'aurais introduit un domaine. Bon. Bon, juste, on se connecte, excusez-nous pour l'attente. Donc, on va se connecter sur InfoCiment et on va... Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. OK. On va... bon, on a déjà fait des simulations sur les modules 1, 2, 3, 4, 5 dans des précédents webinaires qui ont eu lieu en mars et puis en novembre. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux modules, c'est-à-dire les dispositifs de sécurité et les ouvrages d'assainissement. Donc, on va faire des simulations sur ces nouveaux modules pour ne pas ennuyer ceux qui ont déjà participé au précédent webinaire, bien sûr. Hein. Mais vous allez voir, les modules sont à peu près conçus de la même manière. Hein. Donc, vous allez être tout de suite familiarisé avec les autres. Hein. Donc, je veux cliquer. Bon, j'ai la page de garde de Perceval, là, avec les 3 colonnes, les 3 domaines. Et je veux donc prendre celui de la colonne du milieu, c'est-à-dire les dispositifs de sécurité, séparateurs en béton versus glissière métallique. Et dès que je fais ça, j'ai une page qui s'ouvre. Le logiciel a été conçu que pour chaque étape, chaque phase du processus d'élaboration, si vous voulez, il y a une page dédiée. Et dans cette page, on a à instruire les données environnementales et les données économiques. Hein. Et chaque page, on a toujours les pages qui sont les mêmes. À gauche, on a une colonne qui donne le menu de la technique, par exemple, de séparateur en béton. Hein, c'est le cas ici. Et à droite, on a un petit peu un menu, effectivement, de calcul, hein, si vous voulez, les étapes de calcul concernant la glissière métallique. Hein. Donc, ces 2 colonnes, gauche-droite, s'afficheront sur toutes les pages. Hein. Et à chaque fois qu'on finit une page, une étape, l'étape à gauche ou à droite, elle sera cochée. Vous allez voir comment. Hein. Donc, ça c'est un premier point. Deuxième point, vous voyez, il y a toujours des points d'interrogation sous les titres, sous les sous-titres. On a des points ça veut dire que si vous vous posez des questions, vous ne comprenez pas ce qu'on vous demande, il suffit de cliquer dessus. Bon, et normalement, bon, là, ça ne marche pas. Ah si, ça marche. Vous allez avoir une notice qui apparaît, qui est grisée, et elle vous explique effectivement de quoi il s'agit. Hein. Donc, à chaque fois que vous avez une difficulté, vous cliquez sur le point d'interrogation en dessous, et ça vous explique effectivement les choses à faire. Alors, vous voyez ici en haut, à droite, manuel général. Si vous avez le temps, vous pouvez jeter un coup d'œil. Il y a quelques pages hein, qui vous expliquent un petit peu ce que j'ai raconté depuis ce matin, hein, c'est-à-dire comment il est conçu, les bases de données, voilà. Et maintenant, vous voyez, donc on va commencer la simulation. Quand je décide de faire un séparateur, effectivement, c'est que j'ai déjà pensé à quel type de séparateur. Donc là, ici, on a tous les séparateurs. Mais il suffit de choisir celui qui vous convient pour votre projet. Hein. Donc, on commence par choisir le niveau de retenue. Est-ce que vous voulez... Ça, c'est des termes expliqués dans la norme, 1317. Donc, est-ce que vous voulez un dispositif normal ou un dispositif de retenue élevé, c'est-à-dire costaud? Donc, on va prendre élevé. Et tout de suite, après, il vous demande, mais alors, sélectionnez une option, un dispositif, parce qu'il y en a plein qui sont élevés en béton. Vous avez le dispositif H2 de niveau 2, élevé, tel que la GBA, la simple glissière béton, avec un talent de 8, avec un talent de 9, avec un talent de 10, un talent de 11,
un talent spécifique, parce que vous avez un talent spécifique pour votre projet, vous pouvez introduire l'épaisseur en question. Hein. Une DBA, double glissière, 8, 9, 10, 11, et talent spécifique. Et puis après, les LBA, ce sont les glissières les plus lourdes, les plus costauds, hein, H3. Hein. Bon. Je ne pense pas qu'il y en a pas d'autres. Hein. Ce sont les 3 types de glissières, DBA, GBA, LBA. Il suffit de choisir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on choisisse? On va prendre H2, DBA, talent 8. Voilà. Et tout de suite, là, il vous affiche le talent, bien sûr, et puis il vous affiche que ce profil, il a une largeur à la base de 0,6, de 0,6 sur 100 cm. Quoi. Pardon. Et dans la notice en bas, vous voyez, vous allez avoir ici le dessin de ce dispositif avec les caractéristiques et avec une formule pour calculer le volume de béton. Parce qu'on a besoin de ce volume de béton pour calculer les impacts au mètre linéaire. Hein. Donc, si vous avez choisi un séparateur avec un talent de 8, le volume, il est calculé par le logiciel, il n'y a aucun problème. Si vous avez choisi pour un talent autre que 8, spécifique, là, le logiciel, il ne va pas pouvoir vous aider parce qu'il n'a pas de données concernant l'épaisseur du talent. Donc, c'est vous qui allez malheureusement calculer avec cette formule-là le volume de béton égale 0,235 plus 0,48 multiplié par l'épaisseur du talent spécifique à votre projet, moins les 0,08, le 8 cm du talent que nous avons retenu dans le logiciel. Vous voyez, donc, il y a des possibilités infinies. N'importe quel type de glissière avec n'importe quel type de talent, vous pouvez le faire hein, avec cet outil-là. Donc, je reviens à ma DBA de 8 cm. Je choisis une classe de déformabilité. Alors, une déformabilité, c'est quoi? C'est-à-dire, quand il y a un séparateur et il y a un véhicule qui rentre dedans, le véhicule, avec sa vitesse et son poids, il va pousser bien sûr sur le dispositif et il va entraîner une déformation. Hein. Alors, bon, vous imaginez, avec un muret béton, la déformation va être très limitée. Hein, voilà. Avec une glissière métallique, elle peut être plus ou moins grande. Tout dépend je dirais, du poids d'acier qu'on a mis au mètre linéaire. Hein. Bon, si on est très léger, 20 kg ou 14 kg, au mètre linéaire, ça fait des glissières très déformables. Et si on a pris des glissières plus lourdes, avec beaucoup plus de pieds, par exemple, elle va résister mieux et la classe de déformabilité sera plus faible. La déformation sera plus faible. Alors, le béton, c'est presque indéformable. Donc, la classe de déformabilité qu'on choisit, alors, vous ne savez pas laquelle, vous cliquez sur le machin, ici, le point d'interrogation, et vous allez avoir ici, effectivement, pour les glissières béton, pour DBA, vous allez prendre W1. Donc, W1, c'est la norme qui le décide. Hein. Bon, c'est la norme qui le décide. On va prendre W1. Donc, c'est une déformation très faible hein, de la glissière béton. Bon, vous voyez, donc on a fini la première étape type de séparateur. C'est coché, c'est accepté par le logiciel. Donc, il dit que j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, ce sont les armatures. On va choisir les armatures. Est-ce que notre glissière est armée? Avec quel type d'armature? Et le logiciel va calculer effectivement et les impacts et il a besoin du prix des armatures, effectivement, qu'on va lui donner. Alors, pour les armatures, il vous dit en rouge, 2 possibilités sont offertes, soit armature classique, c'est-à-dire les fameuses armatures torsadées, FI 12, FI 10, FI 16, hein, si vous voulez, soit des armatures en torrent galvanisé. Oh, apparemment, c'est maintenant à la mode parce que ce sont des torrents galvanisés, déjà. Ce sont des torrents avec des bobines de 500 mètres, donc ça permet de gagner en rendement sur les chantiers. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qui, apparemment, maintenant est demandé dans certains projets. Donc, nous avons pris la précaution de le faire, hein, de les introduire. Hein. Donc, vous allez choisir ici, est-ce que classique ou galvanisé? Vous faites votre choix. Moi, on fait ce qu'on veut. Hein. Bon, on va prendre classique, il y a les armatures les plus courantes. Hein. Donc, ici, le logiciel, pour les impacts environnementaux, et il y a le tarif. Comme je l'ai dit, dans chaque page, il y a les deux. Alors, pour les armatures classiques, vous avez choisi quel nombre d'armatures vous allez avoir dans le glissière. Or, quand on regarde les DBA, en général, on met 2 filons de FI 12. Parfois, on nous demande de mettre 3 filons.
parfois, on nous demande un ferraillage spécifique, hein. Donc, on a prévu un peu au-delà des pratiques, bien sûr, hein. Donc, on n'a pas fermé la porte. On a dit il y a des cas courants, mais il y a le cas spécifique. Par exemple, on veut faire un circuit automobile de Formule 1 et on veut des glissières costauds, et on va les armer différemment, hein. On va mettre 7 armatures, 8 armatures, ce qu'on veut. Donc, on introduit ces ferraillages spécifiques. Alors, le logiciel, si vous lui demandez quelque chose de classique, il va tout de suite vous calculer la quantité d'acier au mètre linéaire. Si vous lui demandez quelque chose de spécifique, là, il vous dit, vous allez vous-même introduire la quantité d'acier en utilisant, dans la notice, on a tout prévu, hein. Voilà la formule de calcul d'acier. C'est la quantité au mètre linéaire d'acier égale le nombre d'armatures que vous allez mettre dans la glissière, multiplié par le fameux pi, 3, 14, 16, multiplié par le diamètre de l'armature, hein, au carré, multiplié par la masse volumique de l'acier, et sur 4. Bon, c'est facile à calculer. Une fois que vous avez fait l'opération, le chiffre obtenu, vous le mettez ici, dans la case, et vous instruisez aussi la distance de transport de l'armature de l'usine jusqu'au chantier, et vous continuez. Bon, alors, maintenant, on va prendre quelque chose de classique. Donc, ça affiche 1,68. Distance usine, donc, j'avais retenu 300 km. Bon, si c'est 500, vous regardez par rapport à votre projet où se trouve le fournisseur, hein. Le tarif, je vais mettre 1000 € la tonne. Je mets OK. Et quand je mets OK, j'ai la deuxième étape armature est cochée et elle est acceptée par le logiciel. Il n'y a pas de manque de données, hein. Donc, tout va bien. Troisième étape, maintenant, c'est la fabrication et transport du béton. Parce que pour faire de la glissière, il faut du béton, des armatures et du béton. Là aussi, on vous propose deux choses. Soit vous prenez un béton à propriété spécifiée, soit un béton à composition prescrite. Si vous prenez un béton à propriété spécifiée, là, le logiciel vous propose tout un tas de bétons adaptés, hein, à ce genre d'application, hein, pour les séparateurs, hein. Donc, vous voyez, c'est en général, effectivement, ce sont des S1, donc ce sont des bétons fermes, hein, pour la tenue de la glissière. Il y a tous les types de classes d'exposition. Il y a aussi trois classes mécaniques, et puis un D-Max, le même, le 20 mm. Donc, ça, c'est le béton spécifié. Si vous optez pour un béton à composition prescrite, parce que vous allez, je ne sais pas moi, pour des raisons, je ne sais pas lesquelles, vous voulez vous-même faire le béton, là, donc vous allez passer par une instruction beaucoup plus longue. Vous allez choisir le ciment, par exemple ça, et après vous allez choisir, pardon, ça va trop vite, vous allez choisir bien sûr le granulat, parce que pour faire du béton, il faut du ciment, des granulats, massifs par exemple. Vous allez descendre, vous allez donner la composition, 300 kg, 1700 kg de granulats, 150 litres d'eau, entraîneur d'air 0,5 kg, plastifiant 0,5 kg. Vous voyez? Et après, vous allez instruire les granulats, les transports des constituants, de l'extraction dans les carrières jusqu'à l'endroit où vous allez fabriquer le béton, hein. Le ciment, pareil, et l'entraîneur. Vous voyez, donc c'est compliqué. Et les moyens de transport, etc. Donc, c'est une chose qu'on a prévue, qui sera nécessairement peut-être utilisée par certains, hein, pour des raisons un peu spécifiques, mais en général, on va passer par un béton à propriété spécifiée pour ne pas allonger la démonstration, hein. Donc, je passe par celle-là. Et là, je prends un béton C35 XF2 S120. C'est la classe médiane, hein, avec une classe d'exposition XF2, c'est-à-dire qui va résister au gel et au sel de verglaçage. Et une fois qu'on a pris ça, donc on a instruit les impacts environnementaux, et là, on va donner le tarif. Le tarif, on a dit dans la page de présentation que c'est 125 € le mètre cube livré chantier. OK. Et là, effectivement, vous allez voir que la fabrication du matériau est cochée, donc elle est passée avec succès. Il reste la mise en œuvre. Et là, c'est pareil. Ce jour, on laisse la possibilité de choisir, hein. Soit vous prenez une machine par défaut qu'on vous propose avec des rendements et des consommations,
soit vous avez une machine que vous connaissez bien et vous dites, je veux instruire moi-même la consommation de fuel de ma machine, de mise en œuvre, et son rendement. Vous voyez? Donc, bon, moi, je prends par défaut. Ces chiffres-là, je les ai pris chez les entreprises qui mettent en place ça. Hein, donc, ce sont des moyennes. C'est-à-dire la machine va faire 75 mètres cubes de béton, hein, avec une consommation de 70 litres, hein, sur la journée. Hein, voilà. Alors, le tarif de la mise en œuvre, il faut l'instruire aussi là. Et on a pris 125 €. Alors, si c'est 100 €, vous mettez 100 €. Si c'est 110, vous mettez 110. Ça, vous connaissez et vous le connaîtrez certainement sur place en consultant les entreprises, je dirais, spécialisées. On met OK et vous voyez, on coche et on est arrivé à une première étape, c'est-à-dire on a construit le séparateur et on a déjà les résultats. Pour ce séparateur, on a une récap de toutes les données que nous avons introduites. On peut jeter un coup d'œil pour vérifier que tout va bien. Il n'y a pas une faute de frappe ou quelque chose. Et puis en dessous, vous voyez une présentation en bâtonnet, hein, de ce séparateur béton. On donne les ressources naturelles, donc consommées, et puis l'énergie, le CO2, le SO2, le PO4, le coût, 64 € le mètre linéaire, et le H2O, la consommation de H2O. Maintenant, on avait décidé, parce qu'on peut s'arrêter là, si on avait dit, il n'y a pas de semelle au départ, hein, il n'y a pas de semelle. Mais parfois, et c'est vrai en général, quand on met du séparateur béton sur les terre-pleins centraux ou sur les accotements, on est parfois sur des enrobés et sur des chaussées existantes, si vous voulez, ou quelque chose de bien stabilisé. On n'a pas besoin de faire des semelles. Hein. Mais il arrive parfois, le projet demande des semelles. Donc, on a voulu prendre ce cas un peu extrême de semelles. Sinon, si au départ, on a choisi qu'il n'y a pas de semelle, le logiciel, il ne tiendra pas compte. Il met 0, hein, pour la semelle. Bon, on va prendre les semelles. Donc, pour ce dispositif, on a dit c'est 0,20 de largeur, mètre. Et pour, non, pour la hauteur, pardon. Et pour la largeur, c'est 0,70. 0,70. Alors, c'est imposé 0,70, c'est-à-dire c'est la largeur à la base du séparateur augmentée de 5 cm de chaque côté. Et comme la DBA fait 60 cm de largeur, on ajoute 10, ça fait 0,70. On met OK. Et à nouveau, il me demande, vous allez faire la semelle avec quoi? Avec du béton, bien sûr. On va la couler sur du béton. Et là, on fait pareil, un choix. Bon, on va prendre du spécifié. Il suffit d'un béton pas très costaud. On peut prendre un C25-30, hein, X0 parce qu'il est caché dans le sol, S1 20 ou on prend XF1. Enfin, on peut prendre, mais on prend des classes mécaniques un peu plus faibles que celles de la glissière, bien sûr. Hein. Donc, on va prendre celui-là. C'est ce qu'on avait envisagé, hein, au départ. Et puis, donc le logiciel donne effectivement les impacts de ce béton. Et puis, tarif rendu chantier. Tarif rendu chantier, on a dit c'est 100 €. Bon, je reviens un peu aux indicateurs ici. Alors, les indicateurs ici, comment c'est calculé? On calcule le béton, on l'a fait effectivement en prenant en compte les impacts du ciment, les impacts des granulats, les impacts de l'eau, les impacts des plastifiants, les impacts de entraîneurs d'air s'il y en a. Hein? Là, il n'y a pas en l'occurrence de l'entraîneur d'air. Bon, on prend tous les ingrédients, on somme tout et on donne les impacts ici par mètre cube de matériaux. Hein? Voilà. Alors, je descends et je mets OK. Une fois que j'ai mis OK, le logiciel, il coche et il me dit la mise en œuvre. Comment vous faites la mise en œuvre? C'est pareil, on va faire une mise en œuvre standard ou spécifique. Si l'entreprise a une mise en œuvre particulière, elle peut l'instruire, hein, dans le logiciel. Si elle n'en a pas, elle prend standard. Et là, il y a deux possibilités. Est-ce que c'est mécanisé ou manuel, hein, les deux standards, hein. Donc, on prend mécanisé, on peut prendre manuel, parce que pour faire une semelle, on fait un trou et puis on met du béton dans la semelle, hein, dans le trou. Hein. Donc, c'est tellement facile. Donc, bon, on va prendre mécanisé. Voilà les impacts de la mise en œuvre. L'armature. Est-ce qu'il y a des armatures dans cette semelle? Est-ce que je suis dans un ouvrage où le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre me demande de mettre des armatures dans cette semelle? S'il y en a, je le donne. Et pour cela, vous descendez ici et vous voyez qu'il y a une formule qui vous permet de la calculer. Hein? S'il n'y en a pas, vous mettez 0. Donc, en général, il n'y en a pas. Hein? Bon, sauf si peut-être un ouvrage
aéroportuaire ou un ouvrage peut-être militaire, je ne sais pas. Bon. Il se peut, dans des ouvrages particuliers, on met ce genre de choses, hein, bon, pour renforcer effectivement le béton. Le tarif, on a dit 100 € le mètre cube de mise en œuvre, on met OK. Eh ben, on a le résultat de la semelle. Donc ça, ce sont les résultats concernant la semelle. Vous voyez, donc ça va nous coûter en plus 28 €, etc. Bon. Maintenant, il suffit que je clique sur le résultat total et j'affiche tout le résultat de dispositif, c'est-à-dire le séparateur plus la semelle et les impacts. Et vous voyez, on a tous les indicateurs hein, qui sont mis. Et le coût, je monte à 92,26 €. Voilà. Maintenant que j'ai fini avec le séparateur béton, je veux le comparer ou j'arrête, j'ai fait la simulation, donc j'ai les résultats. Ou je pourrais commencer par la droite et faire la simulation sur glissière métallique. C'est-à-dire le logiciel permet de faire gauche, évaluation, ou droite, hein, ou les deux et faire la comparaison. Vous voyez, donc il y a des possibilités infinies. La glissière métal, eh ben, s'il faut la comparer au béton, mais il faut prendre les mêmes critères. Hein. Niveau de retenue, il faut prendre élevé, bien sûr. On ne peut pas comparer élevé pour le béton et normal pour le métal. Il faut prendre les mêmes. Hein. Le dispositif option, donc on prend H2, hein, donc c'est le niveau que nous avons retenu pour le béton. La déformabilité de la... Là, il y a énormément de choses. Plus je veux qu'elle soit, je dirais, rigide, plus il faut que je sois du côté W2. Hein. C'est le minimum. Hein. Avec le métal, il se déforme toujours un peu plus que le béton, hein, bien sûr, quel qu'il soit son poids. Donc si je prends W2, le poids de la glissière au mètre linéaire devient élevé. Et plus je suis là, W6, vous voyez, si je prends W6, qu'est-ce qu'il a fait? Ça affiche 25 kg au mètre linéaire. Si je prends W2, eh ben, il affiche 50 kg. Hein? Donc, plus je veux rigide, plus le poids est important. Hein? Donc, je vais prendre celui-là parce que c'est la déformabilité la plus proche du béton. Je coche, c'est bon, fabrication et transport des éléments de la glissière. Alors, ce sont des aciers galvanisés, bien sûr. Hein? Donc, tout de suite, on donne l'impact environnemental de fabrication de ces glissières hein, que nous avons récupérées chez ArcelorMittal, bien sûr. Hein? Donc, ce sont des données FDES hein, de quelque chose de publié officiellement par un fabricant. Hein? Et puis après, maintenant, il faut les transporter, ces éléments, hein, de l'usine jusqu'au chantier. On va les transporter dans des camions de 44 tonnes. Pardon. Et on va instruire la distance de transport, donc c'est 300 km, on a dit c'est la même usine que l'armature. Tarif chantier, là, pour ça, c'est environ 1600 € à ma connaissance. Maintenant, si vous trouvez à 1500, vous mettez 1500. Si c'est 2000, vous mettez 2000. Hein. Tout dépend effectivement de l'endroit où vous êtes. Vous faites OK. Et le logiciel a coché la deuxième phase. On arrive maintenant à la mise en œuvre. Il vous dit comment vous mettez. Alors, soit il y a une mise en œuvre personnalisée, le gars, il instruit, ou par défaut, c'est ce qu'on lui propose, un rendement de 250 mètres linéaires pour une consommation de fuel de différentes machines, de levage et de vissage, etc., de 25 litres. Hein. On instruit le tarif de la mise en œuvre, on a mis 50 €. Ou c'est 35, ou c'est 40, ou c'est... Et on obtient les résultats, effectivement, de la simulation. Vous voyez, on a les différents impacts hein, qui sont donnés. Et que maintenant, si je veux comparer visuellement les choses, je n'ai qu'à cliquer « Comparaison ». J'affiche côte à côte les hypothèses. Et quand je descends, j'ai les bâtonnets. Le bleu, c'est le béton. Le marron, c'est le métal. Vous voyez, pour les trois premiers, c'est l'avantage pour le béton. Le SO2, c'est pareil. Pour le PO4, le béton est moins bon, il est plus impactant. Pour le coût, on est meilleur en coût global, enfin en coût normal, 92 au lieu de 130. Et puis pour H2O, il est moins. Et puis après, là, on a un problème d'affichage, de chevauchement de... Hein, bon, on va régler ça. Mais normalement, on a deux couleurs, deux trucs qui montrent un petit peu l'étendue hein, des impacts hein, sous forme de...
Et puis après, vous avez tous les détails des calculs que le logiciel a effectués, hein, toutes les étapes. Hein, donc, vous les avez par indicateur, bien sûr. Alors, maintenant, vous me dites, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, vous pouvez exporter ces résultats. Vous cliquez sur Export, là, le bouton qui est en haut à gauche, et le logiciel vous dit qu'est-ce que vous voulez exporter, les données Excel ou le PDF. Vous donnez votre mail et on vous envoie automatiquement, le logiciel vous envoie automatiquement soit les données Excel, soit le PDF avec les bâtonnets et puis avec le radar, hein, bien sûr. Maintenant, il y a une fonctionnalité que je veux vous présenter aussi, c'est lorsque vous avez fait une simulation et vous n'avez pas fini et vous avez été appelé à une réunion, donc pour ne pas perdre ce que vous avez instruit, vous pouvez enregistrer ici avec le bouton, vous cliquez sur la disquette et le logiciel vous fournit un code. Ce code, il faut absolument le noter, le retenir, parce qu'au bout de plusieurs jours, vous revenez, vous dites, ah, je veux continuer ma simulation, vous rentrez dans le logiciel, vous voyez, c'est la page de garde, il y a ici une case, ben c'est là qu'il faut mettre le code qui a été fourni, et vous cliquez dessus, là, vous tombez sur votre, effectivement, votre comparaison. Hein, donc, vous ne perdez rien, hein, vous voyez, donc c'est bien. Vous pouvez à tout moment venir et dire, bon, le projet est passé, 6 mois après, vous avez un autre projet qui est un peu similaire. Au lieu de retaper toutes les données, vous pouvez dupliquer celle-là, vous pouvez dupliquer cette simulation, et vous pouvez après adapter ce que vous avez dupliqué. Vous pouvez rentrer dedans et modifier certaines données. Par exemple, ce n'est pas le même type de séparateur. Hein, donc, vous modifiez le niveau, vous prenez normal. Hein, vous faites quelques changements pour adapter à votre projet et puis vous cliquez OK et le logiciel vous recalcule tout et vous donne en quelques secondes, en quelques minutes, effectivement, la nouvelle simulation. Bon, écoutez, ça, c'est pour le séparateur. Pour les cunettes, je veux juste vous montrer qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de faire rapidement parce qu'on a un petit peu atteint la fin du webinaire. Donc, pour les ouvrages d'assainissement, regardez ce qu'il y a comme possibilité. C'est énorme. On a tout prévu. Vous choisissez... Là, on a mis des deux côtés hein, les menus. On compare béton avec béton. C'est-à-dire, on peut parfois prendre un ouvrage d'assainissement et le comparer en béton, on le comparer à un autre ouvrage d'assainissement en béton. On peut les comparer entre eux. Hein. Bon, pour choisir le type d'ouvrage, vous voyez, donc on a mis dans le logiciel les cunettes, les caniveaux, les bordures caniveaux, les fossés. On peut même instruire d'autres choses. Hein. Alors, on choisit par exemple les caniveaux. Qu'est-ce qu'il y a comme caniveau? Vous regardez, il y a les caniveaux simples, CS1, CS2, CS3, CS4, CC1, CC2, caniveau à fente, 300, 400, 500, 600, caniveau en U, hein? Bon, on prend le caniveau à fente, hop. Ah ben, il vous donne tout de suite le volume du béton au mètre linéaire de ce caniveau à fente, hein? Et puis après, vous voyez en bas, par exemple, vous allez avoir le dessin de ce caniveau à fente, parce que si vous voulez faire un moule un peu particulier d'un caniveau à fente qui ne rentre pas dans la liste que je donne au-dessus, bah, vous pouvez recalculer le volume béton hein, avec vos propres dimensions, hein, les dimensions que vous avez fait sur mesure, hein, et vous calculez le béton et le résultat du calcul, vous le mettez ici parce que c'est un truc un peu particulier. Hein, vous voyez? Donc, les possibilités sont infinies, comme je le disais. Vous prenez les bordures caniveaux, vous avez à avoir effectivement les TC, les A2, CS3 par exemple, vous voyez, donc vous pouvez instruire, vous faire, et vous voyez le schéma qui est ici, avec une formule adaptée pour des cas un peu spécifiques. Hein. Donc à chaque fois que vous choisissez un type d'ouvrage, on vous donne pour le type, je dirais, normalisé ou standard, on donne le volume par défaut tout de suite, qui se donne ici. Dès que vous choisissez le type d'ouvrage, on vous donne le volume au mètre linéaire. Si vous avez quelque chose de particulier, dans la notice en bas, on vous donne le profil et la formule pour le calculer et l'introduire dans la case correspondante. Vous voyez? Donc, il y a énormément de possibilités. Je dirais, il y a les cunettes, hein, pardon. Il y a les cunettes, par exemple, les cunettes, vous allez avoir les cunettes symétriques, les cunettes asymétriques, tout ce qui se fait. Hein, donc, les cunettes asymétriques,
je vois en bas, il y a la culotte asymétrique avec la formule. Hein. Si vous ne rentrez pas dans le cas standard, vous avez une forme asymétrique mais particulière, avec des dimensions particulières, vous calculez avec cette formule et vous obtenez le volume du béton que vous introduisez ici. Et après, une fois qu'on eut le volume du béton en mètre linéaire, le calcul du logiciel pour la fabrication et le transport du béton et la mise en œuvre, ce sera facile. Voilà. Mais écoutez, je ne veux pas vous ennuyer plus. J'espère que vous avez appris des choses. Le but, c'était de vous donner un aperçu des potentialités des nouveaux modules que nous avons introduits. Mon ami à côté, Patrick Guiraud, a noté quelques questions qui ont été posées par chat, je pense. Et je prends la première question. Quels sont les types de structures prises en compte pour l'assainissement? Caniveau, canalisation, non. Non, on a pris effectivement tous les dispositifs d'assainissement coulés en place. Hein, pour l'instant, on n'a pas pris autre chose. Les canalisations, vous voulez dire enterrées, c'est ça? C'est ça. Donc non, on n'a pas ça aujourd'hui, mais ça peut être une évolution future du logiciel, bien sûr. Hein. Le but, c'est enrichir et adapter dans les années à venir ce logiciel. La deuxième question, dans le choix de béton par les ouvrages d'assainissement, pourquoi n'y a-t-il pas de distinction sur le type de ciment? Ah si, dans la fabrication, ici, si vous voulez choisir un type de ciment, vous n'avez qu'à rentrer avec la composition prescrite et là, vous choisissez votre ciment. Sinon, on a pris effectivement des formules béton standard, hein, à propriétés spécifiées, qui ont été calculées avec le logiciel Betty. Hein. Donc, si vous voulez passer par une formulation, je dirais, particulière, avec un choix de ciment particulier, vous rentrez par le béton en composition prescrite. Et là, vous choisissez votre ciment. Mais il faut que vous connaissiez quand même les autres ingrédients et leurs proportions, bien sûr, pour obtenir les performances souhaitées, hein, bien sûr. Hein. Troisième question, les séparateurs comparés n'ont pas les mêmes déformabilités. Peut-on quand même les comparer? Oui, très bonne question. Très bonne question. C'est vrai, le béton, il est extrêmement rigide. Donc, en fait, la classe de déformabilité, elle est calculée comment? En fait, la classe de déformabilité, c'est quoi? C'est la distance qui sépare la face côté route du séparateur de l'obstacle qui est derrière, à protéger ou contre lequel il faut se protéger. Vous voyez, donc c'est l'espace qui se trouve entre la face intérieure du dispositif et l'obstacle derrière. Hein. Alors, une glissière béton, comme elle ne se déforme pas, mais elle prend un espace parce qu'elle prend à la base 60 cm à la base du dispositif. Donc, la face du côté route, la distance entre la face du côté route et le dispositif qu'il faut protéger est au minimum 60 cm. Donc, on tombe dans la classe W1. Hein. Pour le métal, malheureusement, il ne peut pas atteindre W1. Il se déforme toujours. Et quand on calcule la classe de déformabilité, c'est une distance entre la face intérieure de la glissière métal et l'obstacle contre lequel il faut se protéger. Donc, on sait que la glissière, avec un poids donné, elle va se déformer de temps. Donc, il faut que, suite à un choc, la déformation n'amène pas la glissière jusqu'à l'obstacle contre lequel il faut se protéger. Donc, on ne peut pas comparer les choses, mais malheureusement, quand on prend un dispositif W1, c'est-à-dire le choix se fait comment? On a un obstacle et on veut protéger la vie des gens. Donc, il faut que la glissière ou le séparateur qu'on met, il n'amène pas la personne dans son véhicule à heurter cet obstacle. Donc, pour le béton, c'est simple. Le béton, il va ramener le véhicule sur la route, donc il ne va pas se déformer. Donc, la classe de déformabilité, c'est l'espace occupé par la glissière, qui est de 60 cm minimum, ou 48 pour la GBA. Par contre, pour la glissière métal, c'est... Voilà, donc, c'est-à-dire, on part de la distance entre la face intérieure de la glissière et l'obstacle, et on va dire, il y a telle distance, il y a par exemple 50 cm de machin, et on fait le calcul inverse, on part de cette distance pour dire quel est le type de glissière, quel est le poids de la glissière qu'il faut mettre en place pour que la déformation suite à un choc ne dépasse pas cet espace-là. Vous voyez,
C'est comme ça. Donc, on ne peut pas prendre les mêmes, hein, parce qu'on ne peut pas les prendre parce que c'est deux matériaux différents, bien sûr. Hein. On va prendre les distances qui se trouvent entre la face intérieure de la glissière, côté route, et l'objet contre lequel il faut se protéger. Et on part de là pour calculer effectivement la classe de déformabilité. Malheureusement, on ne peut pas faire autre chose. C'est la norme, hein, c'est la norme européenne, la NFEN 1317. Prenez-vous en compte les impacts liés à la déconstruction et le recyclage des matériaux acier et béton? Très bonne question aussi. C'est vrai, vous avez vu que nous avons simplement calculé les séparateurs sur la construction simplement. Donc, on n'a pas été un peu plus loin parce qu'il nous manque des scénarios d'entretien. Souvent, ces ouvrages ne fatiguent pas parce qu'ils ne sont pas circulés. Ils subissent des chocs. Et les chocs, ce sont des accidents. Donc, ce n'est pas quelque chose de quantifiable facilement. Peut-être un jour, on arrivera en partant des données statistiques d'accidents et de trouver des scénarios, je dirais, statistiquement fiables pour faire des scénarios d'entretien. Et auquel cas, on peut effectivement aller dans le cycle complet et parler de recyclage, des constructions. Mais au stade d'aujourd'hui, malheureusement, non. Il nous manque cette étape intermédiaire, mais qui est l'entretien, bien sûr. Mais il y a une question qu'on doit un jour introduire dans les bétons, peut-être l'introduction de granulats recyclés à base de béton, déconstruit. Hein. On peut le faire aujourd'hui parce que la norme l'autorise, comme dans le bitume d'ailleurs. Hein. Dans le bitume, la grappe bitume, par exemple, aujourd'hui, et dans les enrobés, on introduit une partie de frésa d'enrobés, 20, 30%, 40%. Donc, c'est quelque chose qu'on envisage. Hein. Pour l'instant, on a réussi à mettre en place les 11 modules. On est très content, mais on est sûr et certain que nous serons amenés dans les prochaines années à enrichir, bien sûr, le logiciel pour le maintenir en état, je dirais, fiable et viable. Donc, on est amené à l'enrichir et on va l'enrichir avec tous ces aspects déconstruction, recyclage, introduction d'un certain pourcentage dans les matériaux. On va le faire, bien sûr. Hein. Voilà. Ben, écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Patrick. Non? Non. Voilà, je vous remercie. J'espère que vous avez appris des choses. Sachez que ce logiciel existe, qu'il est gratuit, que vous pouvez y accéder en faisant une simple inscription sur le site et vous mettez votre mot de passe et après vous y allez quand vous voulez. Il était conçu vraiment pour l'utilisateur. On n'a pas voulu passer par les données, je dirais, moyennes, etc. On a voulu que le logiciel soit sur mesure, c'est-à-dire on calcule les distances entre la centrale d'enrobage et le chantier. C'est la distance qui se trouve réellement dans la région de l'utilisateur, hein, bon, et son chantier. Tout a été fait sur mesure et de façon ludique, simple, je dirais. On a l'affichage à gauche et à droite des techniques avec les différentes phases. C'est facile d'utilisation et j'espère que vous allez en consommer hein, sans modération. Hein, à l'approche des fêtes, n'hésitez pas hein, de l'utiliser. Ça nous donne une certaine motivation hein, pour continuer à l'enrichir et puis à le mettre à jour périodiquement, bien sûr. Je vous remercie au nom de Simbéton, de l'industrie cimentière, bien sûr, et puis de moi-même et de mes collègues ici présents qui m'ont aidé à faire ce webinaire. Je les remercie tous et je vous souhaite une journée riche d'émotions, je dirais. On démarre tôt le matin, donc je l'espère qu'elle sera riche d'émotions toute la journée et puis le reste après. Et on vous donne rendez-vous peut-être parce qu'on envisage effectivement l'année prochaine de faire plusieurs webinaires hein, sur le Perceval. Non seulement pour le présenter peut-être, mais surtout pour aller plus loin, c'est-à-dire de faire des études de cas. Hein. On va prendre un projet et de A à Z, on va travailler la simulation en direct et je vous inviterai à ce moment-là de venir avec votre ordinateur pour travailler ensemble en direct. Voilà, mais écoutez, bonne journée, merci à tous et à bientôt.